Mes chers collègues, bonsoir. Alors, j'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Et si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire à l'issue de ma présentation. Donc, Sandrine Fouquet a donné le pouvoir à Madame Aileen Dulan, Monsieur Martin a donné le pouvoir à Monsieur Yagnère, Monsieur Odiget a donné le pouvoir à Monsieur Osmond, Monsieur Lefrançois a donné le pouvoir à Monsieur Chailloux, Madame Gauthier a donné le pouvoir à Monsieur Raymond jusqu'à son arrivée, Madame Sardou a donné le pouvoir à Madame Ploquin, Monsieur Soulas a donné le pouvoir à Monsieur Petit, Madame Massé a donné le pouvoir à Madame Javelot, Madame Buteau a donné le pouvoir à Monsieur Gilles, Monsieur Bertrand m'a donné le pouvoir, Madame Chailloux a donné le pouvoir à Monsieur Loyau-Tulane, M. Schwartz a donné le pouvoir à M. Salic, Mme Vanneroy a donné le pouvoir à Mme Haas, Mme Goblet a donné le pouvoir à M. Sol. Y a-t-il des pouvoirs que je n'ai pas... Oui, alors, pas tous. Alors, oui. Marie. J'ai le pouvoir de Christine Blé. Très bien. Sébastien. Normalement, j'ai le pouvoir d'Armélodin. Très bien. Y a-t-il d'autres pouvoirs que je n'ai pas évoqués? S'il y a des rajouts, n'hésitez pas à nous le dire. Merci beaucoup. Alors, désignation du secrétaire de séance, c'est Madame Lépine. Tac. Compte rendu des décisions tout d'abord, approbation du procès verbal de la séance du 12 mai 2025. Y a-t-il des ajouts, des informations? S'il n'y en a pas, contre, abstention, merci. Et à l'issue de notre réunion, il y aura un vœu qui a été déposé par le groupe pour construire ensemble notre métropole qui sera étudié en fin de séance. Voilà, compte rendu de décision adopté par le bureau dans sa séance du 28 avril. Contre, abstention, merci. Commission thématique des modifications, Monsieur Salic pour siéger à la commission Habitat en qualité de titulaire à la place de Monsieur Guyon et Monsieur Richardot pour siéger à la commission Habitat en qualité d'auditeur à la place de Madame Kahn. Contre, abstention, merci beaucoup. Maria Lépine pour des ressources humaines, pardon. Merci Président, bonsoir à tous. Donc, la première délibération que je vous présente porte sur les évolutions de l'organisation des services qui nécessitent des suppressions et créations de postes. Et ils sont nombreux sur cette délibération puisque nous avons 129 postes modifiés ou créés, supprimés, transformés, etc. Donc, je vais vous faire grâce de l'énumération complète des postes. Mais pour vous dire simplement qu'en fait, il y a eu 7 créations de postes, 6 suppressions, 17 transformations et 99 modifications. Dans les 7 créations et 6 suppressions, nous avons 5 postes qui ressortent de la direction du cycle de l'eau. Et vous savez que quand on a un poste qui est supprimé, c'est un poste de droit public, donc il faut recréer un poste de droit privé, ce qui explique qu'on a simultanément ces 5 suppressions-créations. Nous avons aussi un poste créé au sein de la direction de la transition énergétique technicien électricité. C'est relatif à l'adhésion de Chambray au service commun de l'énergie qui a fait qu'on a créé ce poste. Il y a un responsable de secteur qui est créé au sein de la direction stratégie et valorisation des déchets et matières. Sur les postes supprimés, c'est un poste de Saint-Pierre-des-Corps au sein de la direction territoire et proximité, puisqu'il y a un poste permanent non complet qui devient complet. Donc, c'est une petite subtilité, c'est un regroupement de postes en fait. 17 postes transformés suite aux différentes modifications d'organigramme ou création ou au recrutement. Et puis des modifications qui sont liées vraiment là aux organigrammes qui ont été modifiés. Donc, ça occasionne automatiquement des modifications, mais il n'y a pas de changement sur les missions qui sont dévolues à nos agents. Voilà, ce qui explique rapidement, mais vous avez le détail dans la délibération des 129 postes qui sont soumis à modification sur cette première délibération. Demande d'information. Contre, abstention, merci. Toujours Maria. Cette fois, il s'agit de la convention de mise à disposition de personnel auprès de l'agence d'urbanisme. En effet, depuis le 1er mars 2002, la métropole met à disposition de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours, par période de 3 ans, un agent métropolitain à temps complet pour concevoir, élaborer, mettre à jour des maquettes ou travaux infographiques nécessaires à la réalisation d'études ou de projets, notamment confiés par Tours Métropole.
Le 23 mai 2022, le Conseil métropolitain a autorisé le renouvellement de la mise à disposition à titre onéreux et à temps complet d'un technicien territorial pour une durée de 3 ans. Cette convention arrive à échéance aujourd'hui même, le 30 juin 2025, donc il convient de conclure une nouvelle convention dans les mêmes conditions que la précédente, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 3 ans. C'est ce qui vous est proposé dans cette délibération aujourd'hui. Petite demande. Contre, abstention. Merci beaucoup. Toujours Maria. Donc, cette délibération porte sur la détermination des moyens attribués au groupe d'élus de Tours Métropole Val-de-Loire. Elle s'appuie sur l'article L. 5217-7 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les dispositions de l'article L. 5215-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux communautés urbaines s'appliquent aux métropoles. Sur la base de cet article, le Conseil métropolitain a déterminé par délibération du 11 décembre 2023 les moyens alloués au groupe d'élus de Tours Métropole Val-de-Loire en 2024, qui étaient les suivants. Pour le groupe Reconstruire ensemble notre métropole, 1 000 € au titre des frais de fonctionnement courants et 49 000 € au titre des frais de personnel. Pour le groupe d'élus Tours Métropole, une ambition partagée, 1 000 € au titre des frais de fonctionnement courants et 9 000 € au titre des frais de personnel. Pour l'année 2025, il est proposé de modifier les moyens attribués afin de permettre une évolution de carrière aux collaborateurs de groupes d'élus et le versement du forfait mobilité. Ce qui est donc proposé pour 2025, pour reconstruire ensemble notre métropole, pas de montant au titre des frais de fonctionnement courant, mais 51 000 € au titre des frais de personnel. Et pour Tours Métropole, une ambition de partager, pas de montant au titre des frais de fonctionnement et 10 200 € au titre des frais de personnel. Voilà ce qui vous est proposé aujourd'hui. Demande d'information. Contre, abstention. Merci. Laurent, Pardon, excuse-moi Laurent, je n'avais pas vu. Pardon. Alors, je refais. Qui vote contre? Ok, Laurent. Qui s'abstient? Ok, merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas de couper vos micros en visio. Je vous salue, mais il faut couper vos micros, sinon on vous entend. Qui c'est qui est là-haut? Merci beaucoup. Monsieur Christophe. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, je suis un peu un diesel. Je vous prie de m'en excuser. Sur la délibération numéro 1, la décision du bureau, où est-ce qu'on trouve pour les conseillers métropolitains le détail des décisions? J'en prends deux là, qui sont les subventions au club de haut niveau et les subventions à la culture. Ce détail-là, il est où? On le trouve où? Parce qu'on vote des choses, mais bon, ça se trouve, il y a des choses étonnantes dedans. Non, mais je vous ferai passer les délibérations. Je te ferai passer les délibérations. Normalement, elles sont publiques. Donc, elles sont publiques, mais il faut me demander. D'accord. Mais j'ai bien entendu, si c'est les deux. J'étais Voilà. particulièrement Mais l'open data, c'est disponible en open data, mais je te ferai passer les délibérations. Là, je comprends bien, Monsieur le Président, mais c'est pas facile pour si on n'a pas les dossiers. Je sais, tout est disponible partout, mais voilà. Après, enfin, si jamais vous pouvez nous donner aujourd'hui, par exemple, pour le sport de haut niveau, bien sûr, je suis preneur. pas de souci. Mais en même temps, comme au conseil départemental ou au conseil régional, il y a une assemblée métropolitaine dans laquelle nous sommes réunis ce soir. Alors, on l'appelle bureau ou commission permanente pour la région ou le département, et dans lequel c'est la loi qui nous dit quelles sont les compétences qui sont vues en bureau et quelles sont les compétences qui vont au conseil métropolitain. Il n'y a aucune volonté de l'institution de flécher selon le bon vouloir du président ou d'un VP. Mais et ça s'est toujours fait comme ça dans notre belle institution. Moi, Monsieur le Président, je ne la conteste pas du tout. Hein. Je ne conteste pas du tout le principe. C'est juste pour information, quoi. Oui, ça peut être intéressant. C'est pour que on puisse chacun avoir la bonne information, mais je vous ferai passer avec grand plaisir les délibérations souhaitées. Merci, Monsieur le Président. Ok.
C'est bon? Alors, toujours Maria, mais cette fois-ci dans la transformation numérique du territoire. Oui, il s'agit d'une délibération sur le contrat de délégation de services publics pour la réalisation et la gestion d'un réseau de communication électronique à haut débit. Et en fait, il s'agit d'approuver l'avenant numéro 14. Vous savez que Tours Métropole Numérique est le délégataire de la métropole depuis 2007 et pour une durée de 20 ans pour la réalisation d'un réseau de communication électronique à haut débit dédié au raccordement des zones d'activité et des entreprises de son territoire. Pour ce faire, un contrat de délégation de service public a été signé le 27 juillet 2007. L'environnement actuel des télécommunications et l'adoption par les opérateurs et les utilisateurs finaux de la fibre optique comme support technologique universel se traduit par une transition progressive vers le tout fibre. Ce phénomène s'accompagne logiquement d'un déploiement important de réseaux optiques sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'un accroissement de la concurrence tant face à l'arrivée du réseau fibre à usage domestique que du développement de réseaux propres par d'autres opérateurs. Et dans ce contexte, il convient de procéder à différentes adaptations visant à assurer à la délégation de services publics la meilleure continuité d'activité et d'exploitation. La prise en compte de l'évolution des besoins, de l'environnement technique et du contexte économique nous amène à faire évoluer le catalogue de services et la grille tarifaire de la convention de concession de façon à assurer l'adaptabilité du service public délégué aux besoins des usagers du réseau. Cette évolution nous amène aussi à établir le sort des équipements non utiles au fonctionnement de la délégation de service public, à modifier un article de la convention de concession et enfin à acter la fin du LTE. Le LTE, c'est la norme de communication sans fil qui permettait aux utilisateurs de WiMAX d'accéder à Internet à haut débit. Donc, il convient d'acter l'extinction du LTE, la suppression des engagements de service et les modalités de démontage des équipements spécifiques. Tout cela est détaillé ensuite dans la délibération pour chacun des 3 objets de l'avenant numéro 14 que je viens de vous donner succinctement. Cette délibération? Contre? Abstention? Merci beaucoup. Christian Gattard. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc la première délibération concerne des attributions du fonds de concours de droit commun aux communes. Donc le fonds de concours de droit commun, pour rappel, c'est le plus ancien de tous les fonds de concours. Il est attribué dans le cadre d'une enveloppe globale de 4,6 millions aux communes qui peuvent l'affecter soit sur des dépenses de fonctionnement, soit sur des dépenses d'équipement. Et ce, d'ailleurs, pour ce qui concerne la dépense de fonctionnement par dérogation à la loi, et ça ne pourra pas durer, à mon avis, très longtemps, puisqu'on a eu à plusieurs reprises des rappels. Mais on a maintenu cette possibilité jusqu'en 2025. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de communes qui ont fait valoir leur droit de tirage pour le fonctionnement d'équipements, notamment la Riche, et des communes qui ont fait valoir leur droit de tirage pour le fonctionnement d'équipements autres, le Chanceau, Saint-Pierre, Saint-Avertin, Chambray, Roche-Corbon. Il n'y a quasiment que Mettray qui utilise son fonds de concours pour des travaux d'équipement. Voilà pour ce premier point. Merci beaucoup. Petite demande d'information. Contre? Abstention? Merci. Toujours Christian. Donc, la délibération suivante, Monsieur le Président, mes chers collègues, elle concerne un fonds de concours de droit commun exceptionnel pour la commune de Mettray et de Saint-Pierre-des-Corps. Donc là, c'est pas le mot exceptionnel, il peut prêter interprétation, mais ça reste dans le cadre des droits de tirage, puisque là, il est tout simplement prévu que le fonds de concours exceptionnel de 2025 de 350 000 € par commune, qu'il puisse être fongible avec l'enveloppe 2 pour réaliser des travaux qui sont dans le champ de compétences de la métropole. Donc, et les premiers à le demander, c'est Mettray, Saint-Pierre-des-Corps. Mais peut-être que d'autres communes feront la même chose.
Pas de demande. Contre, abstention. Merci. Christian. Donc là, c'est l'inverse, c'est la métropole qui demande auprès des communes une participation sous forme d'un fonds de concours communal versé à la métropole. Ça, c'est pour compléter donc l'enveloppe 2, puisque on a fixé un montant par commune d'enveloppe 2 avec un transfert de charge de la commune vers la métropole. Mais si on en veut davantage, dans la limite de 50%, on peut, au niveau de la commune, donner un fonds de concours supplémentaire pour réaliser des opérations de travaux de voirie et d'espaces verts. Et donc, vous avez la liste de tous les fonds de concours que la métropole va demander aux différentes communes qui dépassent donc leur enveloppe 2. Ça concerne Ballon-Miré, Chambray, La Membrole, Saint-Avertin, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Pierre-des-Corps, Tours. Voilà pour cette délib. Une demande complémentaire. Non. Contre, abstention. Merci. Toujours Christian Gattard. Oui, donc Monsieur le Président, mes chers collègues, alors là, c'est encore un autre fonds de concours que nous avons mis en place, c'est celui de soutien aux communes de moins de 3500 habitants. Et là, c'est Mettray qui, à nouveau, sollicite de l'argent dans le cadre de son droit de tirage pour Faire faillite. pour réorienter, là aussi, ce fonds de concours dont elle bénéficie sur des travaux de l'enveloppe 2 dans le cadre du champ de compétences de la métropole. Contre, abstention. Merci beaucoup. Toujours Christian Gattard. Alors là, c'est encore un autre fonds de concours. C'est un des plus anciens aussi de la métropole. On l'a appelé le nouveau contrat régional de solidarité territoriale parce qu'en fait, il s'est substitué au contrat avec la région. Et en réalité, ce sont des fonds à 100% métropolitains qu'on a décidé d'attribuer aux communes dans le cadre d'une enveloppe qui avoisine les 11 millions d'euros avec un droit de tirage par commune. Et là, c'est encore Mettray qui veut utiliser son droit de tirage pour l'enveloppe 2, pour des travaux de voirie et d'espaces verts qui rentrent dans le champ de compétences de la métropole. Très bien. Contre Mettray, abstention. Merci. Toujours Christian. Alors là, on revient justement aux compétences de la métropole. Donc là, c'est l'attribution de compensation. Elle date de la création de la communauté d'agglomération, puisque c'est à l'origine la taxe professionnelle. Et d'une part, et puis depuis le 1er janvier 2017, c'est les enveloppes 2. Donc vous avez les montants définitifs, d'une part de l'attribution de compensation, de la fameuse taxe professionnelle, qui est une dépense de fonctionnement, et donc une recette de fonctionnement des communes. Vous avez les montants des attributions définitives pour cette année. Commune par commune, ça fait 35 694 000 en tout. Et vous avez ensuite les attributions pour les investissements. Donc ça, c'est une dépense d'investissement des communes qui a été transférée à la métropole. Il y en a pour 11,7 millions et vous avez le montant commune par commune. Voilà. Merci beaucoup. Contre, abstention. Toujours Christian Gattard, mais cette fois-ci pour l'urbanisme. Alors, le premier point concernant l'urbanisme, c'est le PLU de Tours. Et là, il vous est demandé d'approuver les modalités de mise à disposition du public du dossier de la modification simplifiée, la troisième du PLU de Tours. Contre, abstention, merci. Pardon. Contre, abstention. Laissez les mains un peu plus parce que comme on n'a pas les collaborateurs ont le temps de juste, pardon. J'ai bien noté. Faut pas faire de bêtises après. Merci beaucoup. C'est bon.
Alors, toujours Christian. Alors là, c'est une opération d'urbanisme à Tours, dont il s'agit, l'aménagement des Hauts de Sainte-Radégonde avec Tours Métropole Habitat, qu'on avait décidé de déclarer d'intérêt communautaire au niveau du PUP il y a 7 ans, c'était en 2018. Et le PUP, c'est un projet urbain partenarial qui permet de demander un financement aux aménageurs pour la réalisation d'équipements publics. Et on l'avait prévu dès le départ d'ailleurs. Vous vous en souvenez peut-être. Et là, il s'agit d'aménager principalement un parc urbain de 3 hectares et quelques. Donc, l'opération ayant avancé, le projet urbain partenarial également. Et donc, on est en mesure aujourd'hui de vous le présenter. Donc, il est joint en annexe et il prévoit donc une participation financière qui sera intégralement perçue par la ville de Tours dans le cadre de cette opération. Contre? Abstention? Merci beaucoup. Christian. Alors, la délibération suivante, là, c'est pas un PUP, mais c'est un projet partenarial d'aménagement de la porte est métropolitaine, qui a déjà été signé. Là, il s'agit d'approuver le premier avenant. Donc, c'est un très gros projet partenarial d'aménagement. C'est le premier, d'ailleurs, que nous avons signé au niveau de la métropole pour le réaménagement complet de l'îlot ferroviaire, des accès à la gare, de la réfection de la gare tournée vers le sud, sur un périmètre qui est de 470 hectares, donc il va largement au-delà de la gare. Les études avancent bien d'ailleurs, même si c'est très complexe. Et là, il s'agit justement de mettre à jour dans un avenant la répartition du financement des études pour lancer le cadre opérationnel de ces études et donc des travaux qui suivront ultérieurement entre les différents partenaires que sont l'État, la région, la SNCF, la métropole en particulier. Voilà pour ce point. Une demande d'information. Contre? Abstention? Merci. Olivier, contre? Sur la politique de la ville. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Donc, c'est l'avenant numéro 3 de la Convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain. Donc, convention pluriannuelle des projets qui s'inscrit dans le cadre d'une NPNRU, donc qui encadre les réalisations des projets, notamment sur le Sanitas Maris-Bastille à Tours, le Rabatterie à Saint-Pierre et la Rabière à Jouer-les-Tours. Donc, cet avenant porte sur la création, fusion et suppression d'opérations, l'octroi de financement supplémentaire au titre de la démarche quartier résilient portée par l'ANRU, donc pour la ville de Tours, à hauteur de 2,1 millions, et la mise à jour de calendrier d'opération. Donc cet avenant doit être signé par les 19 signataires de la Convention. Donc c'est cet avenant qu'on vous propose en délibération. Une demande d'information. Contre? Abstention? Merci. Laurent. Merci, Monsieur le Président. Par cette délibération, en fait, il vous faut aujourd'hui valider la fixation des nouveaux tarifs d'occupation du domaine public sur la métropole et les prestations également sur les espaces verts. Donc, on a remis en place une nouvelle délibération sur des facturations différentes dans le cadre de la RODP, particulièrement pour le mobilier urbain, tout ce qui est implanté sur l'espace public, en ayant fixé une tarification à 150 € l'unité, quelle que soit la surface. On a inclus dans ces périmètres une majoration pour toutes les unités qui supporteraient un raccordement au réseau électrique. On a rajouté le barème d'aménité pour les arbres également, donc qui reprend exactement les prestations que l'on avait valorisées lors de la mise en place de ce barème en 2022. On y intègre également, ce qui ne figurait pas jusqu'à présent, une tarification sur les feux tricolores
pour les différentes interventions en voirie et espaces verts. Et puis de fixer en fait ces interventions et ces sommes, c'est important pour nous, car en cas d'accident, on peut enfin avoir une grille qui puisse être opposable aux assureurs. Donc c'était un terme qui nous est semblé aussi essentiel et important. Et on propose de reprendre ce barème voté après sur plusieurs années. Voilà. Puis pour votre information quand même, c'était précisé également que ces tarifs vont évoluer et on rajoutera dans l'ensemble de cette convention notamment des intentions particulières pour les terrasses ancrées sur l'espace public. Mais ça nécessite encore un peu de travail administratif préalable avant de vous représenter de délibération prochainement. Merci Laurent. Contre, abstention, merci beaucoup. Sébastien Marais. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous allons à la piscine Le Carré d'Eau à La Riche. Il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 2 qui corrige une erreur matérielle dans l'écriture de la formule d'indexation de la participation financière de la métropole pour suggestion de services publics à son délégataire Prestalis. Contre, abstention, merci. Nathalie Savaton. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président. Eh bien, je vous présente une délibération qui concerne la taxe de séjour sur la métropole. Effectivement, nous avions déjà revu la tarification des barèmes il y a 3 ans maintenant. Nous attendions, et c'est pour ça que vous avez dans la délibération un tableau avec le tarif Tour Métropole en 2025 hein, avec sans la part additionnelle du département, le plafond 2025 et le plafond 2026, puisque nous attendions effectivement les décisions au niveau de l'État pour avoir le barème définitif 2026. Il a été convenu lors de la commission tourisme qu'il y aurait si nous avions reçu les plafonds avant le Conseil métropolitain, que l'on se baserait sur les plafonds 2026 pour établir les nouveaux barèmes, sachant que sont impactés dans ces nouveaux barèmes pour 2026 les palaces à 4,90 € pour chaque nuit et par visiteur. Sur les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles et meublés de tourisme 5 étoiles, nous passerions à 3,60 €. Et pour les hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, nous serions à 2,60 €. Et nous proposons pour les hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, 1,70 €. Voilà. Il s'agit de se caler sur effectivement le barème haut, comme l'ensemble des métropoles d'ailleurs de France l'ont réalisé. Nous avons déjà eu une discussion aussi avec les professionnels qui sont tout à fait conscients de la nécessité d'opérer de la sorte et avec qui nous avons travaillé. Voilà. Merci Nathalie. Demande d'information. Contre, abstention, merci. Toujours Nathalie. Cette délibération permet effectivement de délibérer sur l'octroi du classement de l'Office de tourisme métropolitain pour une demande de classement en catégorie 2. Cette demande de classement permet notamment à cette commune de la métropole de bénéficier de l'appellation commune touristique. Dans ce cadre, donc, l'Office de tourisme travaille d'ores et déjà et dépose son dossier pour obtenir ce classement d'Office de tourisme niveau 2. Dans la convention que nous avons passée il y a maintenant un peu plus d'1 an avec l'Office de tourisme, il y a aussi l'objectif de passer en niveau 1. Voilà. Une demande. Contre, abstention, merci. Toujours Nathalie. Concernant cette délibération, vous savez que Cœur de France à vélo est un nouvel itinéraire qui s'est développé le long du Cher. Et dans ce cadre, il est mis en place un comité d'itinéraire Cœur de France. Et la métropole est entrée dans ce comité d'itinéraire. Nous avons donc effectivement une part de contribution à apporter à ce comité. Sachez qu'avec d'autres EPCI, notamment la TEV
et Chenonceau-Bléré, nous avons accordé notre fonctionnement. D'abord parce que nous travaillons ensemble sur la partie tourisme avec le nouvel espace du Cher, mais aussi parce que dans le cadre du club de destination que l'on a créé entre les différents VP de tourisme du département, nous avons souhaité pouvoir prendre des décisions en commun et cohérentes. Donc voilà, ce que l'on vous propose, c'est effectivement de valider notre participation à Cœur de France à hauteur de 5 000 €. Sachant que d'ores et déjà, les travaux sur la communication de cet itinéraire sont lancés et on est déjà dans les réunions techniques et copilotage. Voilà. Merci beaucoup. C'est une demande d'information. Contre, abstention, merci. Thibault. Oui, pour la délégation enseignement supérieur, 3 nominations de représentants. Premièrement, à l'Assemblée générale du CNAM, Centre Val-de-Loire, il vous est proposé de nommer Thierry Chailloux. À la faculté de droit de l'Université de Tours, il vous est proposé de désigner Thierry Chailloux. Et à la faculté de médecine de l'Université de Tours, il vous est proposé de désigner Catherine Reynaud pour représenter notre métropole au sein de ces instances. Contre, abstention, merci beaucoup. Martin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la première délibération qui me concerne concerne la délégation de service public dont on a approuvé le recours en mai 2023 qui concerne les biodéchets, les déchets alimentaires. Donc c'est une délégation de service public pour la sensibilisation, la pré-collecte, la collecte de ces déchets alimentaires et la construction, l'exploitation, maintenance de l'unité de préparation d'hygiénisation. Donc depuis 2023, on a eu la procédure, on a eu 3 offres trois entreprises qui ont concouru, Paprec, Suez et Moulineau. Et donc à la suite de la procédure, on vous propose comme lauréat Suez, qui a donc remis la meilleure offre. Le début de la délégation de service public est prévu pour le 1er septembre. Le temps de mettre en place, on devrait avoir des premières collectes courant d'automne, d'abord dans les écoles, et puis petit à petit un déploiement des points d'apport volontaires sur les années 2026-2027 dans les zones les plus denses de la métropole. Merci Martin. Merci Martin, puis un gros travail. Enfin, l'aboutissement. Contre, abstention, merci beaucoup, toujours Martin. On passe à l'énergie. Alors une délibération qu'on avait déjà passée à peu près identique. On est sur des conventions entre Enedis, des entreprises de déploiement du réseau de fibre optique et la métropole. Il se trouve que les délibérations qu'on avait passées devaient être ajustées suite à des changements, un nouvel arrêté technique en décembre 2021. Donc on fait un avenant à ces conventions. Donc entre Enedis et les opérateurs Complétel, SFR et Numéricable et la métropole. Contre, abstention, merci, toujours Martin. Là, il s'agit de l'adhésion de la ville de Chambray-les-Tours au service commun de l'énergie. On avait déjà 20 communes dans ce service commun. On a donc Chambray-les-Tours qui rejoint le groupe à partir du 1er janvier 2026. Contre, abstention, merci. Et en lien avec cette arrivée de Chambray-les-Tours au service commun, on fait également l'intégration de Chambray-les-Tours au groupement de commandes de ce service commun de l'énergie qui puisse aussi bénéficier des achats réalisés dans le cadre du service commun de l'énergie. C'est mieux. Ça fonctionnera mieux ainsi. Contre, abstention, merci. Et enfin, l'avenant 24 pour Martin. Oui, l'avenant 24 de la délégation de service public du réseau de chaleur de la SCBC, Société de chaleur des bords du Cher. Cet avenant est lié au quota d'émissions CO2 qui coûte de plus en plus cher à l'opérateur et donc qui n'était pas pris en compte jusque le prix de la chaleur sur ce réseau. Donc on intègre un nouveau terme dans le calcul du prix de la chaleur qui correspond donc au coût du CO2. Contre, abstention, merci. Emmanuel Denis. Merci, Président. Bonsoir à tous et à toutes. Une délibération sur le CERM. On continue sur le projet de réouverture de la halte ferroviaire Saint-Cyr-Tondette.
après avoir voté il y a quelques mois le montant des études, nous passons maintenant aux travaux, un montant de 2 630 000 € répartis à égalité entre l'État, la région Centre et Tours Métropole Val-de-Loire. Réouverture en décembre 2025. 6 allers-retours par jour. 45e gare de l'Indre-et-Loire. 45e gare, effectivement. 45e gare, 11e dans la métropole. Et puisque ça avait été fermé par M. Gillot, nous sommes ravis en Voilà. sa présence de la rouvrir. Contre, abstention. Merci beaucoup, Emmanuel. Dans le même ordre d'idée, toujours sur le CERM, il nous faut, pour déposer notre dossier de certification au CERM, mener des études juridiques pour le statut juridique et le fonctionnement de la gouvernance du CERM. Donc là, ce sont des études pour un montant de 27 700 €, où l'on retrouve la région, l'État à 33%, Orléans Métropole, puisqu'ils ont aussi un projet CERM, et Tours Métropole Val-de-Loire à 17%. Voilà, les études pour la partie juridico-stratégique. Sur cette délibération, contre, abstention, merci. Tac. Contrat de concession du service public d'eau potable Fondette, Luynes et Saint-Étienne de Chigny, l'avenant numéro 5. Contre, abstention, merci. Christian. Merci, Président. Donc, c'est les commandes publiques, commission consultative des services publics locaux et le rapport d'activité 2024. Alors, conformément aux dispositions de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, Tours Métropole Val-de-Loire, lors de sa séance du 27 juillet 2020, a créé une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation du service public ou exploités en régie dotés de l'autonomie financière. Et sur l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1413-1, il est précisé que le président de la commission doit présenter avant le 1er juillet de chaque année à l'Assemblée délibérante un état des travaux réalisés par la commission au cours de l'année précédente. En 2024, conformément aux dispositions précitées, la commission s'est réunie aux dates suivantes. Le mardi 16 janvier pour émettre un avis sur le recours au principe d'un contrat de concession et de service public relatif à l'exploitation de l'UVE Salamandre, unité de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés, dans le cadre d'un groupement d'autorités concédantes. Le jeudi 19 septembre pour examiner le rapport 2023 relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement, ainsi que les rapports 2023 de délégation de services publics suivants, l'eau potable, la distribution publique de gaz, l'électricité et l'office de tourisme intercommunal. Le jeudi 26 septembre pour examiner le rapport 2023 relatif au prix et à la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, ainsi que les rapports 2023 de délégation de services publics suivants, les campings métropolitains de Saint-Avertin et de Savonnières, la réalisation et la gestion d'un réseau de communication électronique à haut débit pour émettre un avis sur le principe de recours à une délégation de services publics pour la gestion, l'exploitation et la maintenance du golfe de la Gloriette. Le mercredi 11 décembre pour examiner le rapport 2023 relatif au service extérieur des pompes funèbres et à la gestion du crématorium. Donc effectivement, je vous demande de prendre acte des travaux réalisés en 2024 par la Commission des services publics locaux de Tours Métropole Val-de-Loire. Merci. On prend acte et on remercie l'ensemble des membres qui font vivre cette commission. Emmanuel Duménil. Merci, Monsieur le Président. Cette délibération concerne le gymnase de Parcé-Mêlée. Il s'agit de l'acquisition de l'assiette foncière de ce gymnase. Ensuite, une division en volume, une partie pour la métropole, le tennis de table, le dojo, les espaces communs, la chaufferie et le parking, et une partie pour la commune, à savoir les tennis couverts. Et puis ensuite, la mise en place d'une gestion pour la commune de l'ensemble de cet équipement. Très bien. Contre, abstention, merci. La délibération suivante concerne Maîtré. Il s'agit de la rétrocession des espaces en raison des transferts de compétences vers la métropole. Donc, c'est des parcelles qui concernent les espaces verts, les voiries et le cycle de l'eau. Rétrocession à titre gratuit, bien entendu. Ça fait beaucoup pour ce soir. Oui. Tout l'argent qui vient Contre, abstention, merci. Christian, attention, ton micro est encore ouvert.
La délibération suivante, c'est Saint-Avertin. C'est la même chose, mais ça concerne les biens non cadastrés pour la voirie. Contre, abstention, très important. Merci. Ensuite, je vous emmène à Tours. C'est la même chose pour les biens qui sont liés au cycle de l'eau et la GEMAPI. Contre, abstention, merci. Toujours à Tours, là, c'est les espaces voiries, espaces verts qui sont entre autres liés au tram ligne 2 et au Vélival ligne 10. Contre, abstention. 3, 4 abstentions. Merci. Bâtiment rue Hoche, convention d'occupation temporaire. Demande d'information. Contre, abstention. Levez bien la main, s'il vous plaît, pour les abstentions. Merci beaucoup. Et pour finir, nous avons reçu un vœu. Élise, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, ce vœu est lié à la proposition de loi numéro 1561 visant à rendre facultatif l'installation des conseils de développement. Je me permettrai de dire en introduction que ce sujet a été porté à notre connaissance par notre propre conseil de développement qui est très actif sur la métropole de Tours et que ce sujet fait grand débat au sein des CNCD, donc de l'association des conseils de développement à l'échelle nationale. Donc c'est un sujet dont on va entendre parler, je pense, dans les mois à venir. Ça me semble important de le porter ici aujourd'hui. Donc, le 10 juin 2025, le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi déposée par Madame la sénatrice de la Lozère Guylaine Pantel, PS, et Monsieur le sénateur du Cher Rémy Pointreau, LR, visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation. À l'occasion de la séance publique, le gouvernement y a introduit un amendement visant à permettre de déroger à l'obligation de création d'un conseil de développement pour les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, sur simple demande auprès du représentant de l'État. Si elle était adoptée par l'Assemblée nationale, cette disposition aurait des conséquences importantes sur un maillage territorial fin et construit sur le temps long. De fait, en rendant facultative leur installation, cet amendement entraînerait leur disparition au sein de nombreux EPCI et fragiliserait dans le même temps la position des conseils de développement qui demeureraient, eux, en place, tant elle pèserait sur leur indépendance. Rappelons que les conseils de développement constituent le seul dispositif de démocratie participative obligatoire dans les EPCI de plus de 50 000 habitants. C'est donc l'un des seuls endroits où les habitantes et habitants peuvent contribuer au projet et stratégie territoriale d'un échelon intercommunal qui s'est aussi construit en s'éloignant du citoyen. Je me permets une aparté ici, puisque le CODEV est sollicité pour les travaux, notamment sur le CERM, et d'autres pour lesquels il est obligatoire de le saisir. Donc je ne sais pas comment cette loi va réussir à s'articuler. Rappelons également que depuis leur création par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires en 1999, les conseils de développement ont réuni des milliers de bénévoles qui ont pu à la fois se former aux institutions intercommunales et contribuer aux décisions publiques, améliorant pas à pas un dispositif auquel EPCI et habitants n'étaient pas familiers. Rappelons enfin que la démocratie participative locale est une dynamique fragile à laquelle il est important de porter une attention particulière. En proposant d'en affaiblir le maillon principal, c'est l'ensemble de l'action politique locale qui s'en trouverait affaibli. Ainsi, après en avoir délibéré et procédé au vote, le Conseil métropolitain réaffirme l'importance des conseils de développement au sein du dispositif démocratique local et demande à l'Assemblée nationale de supprimer la disposition 4 ter, l'article L. 5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales et complété par un 6 ainsi rédigé, 7, ainsi rédigé, 7, par dérogation à la première phrase du 1, le représentant de l'État peut autoriser les établissements publics qui en font la demande à ne pas créer de conseil de développement, donc de la proposition de loi 1561. Et je tiens à rappeler que ce qui fait également énormément grogner, c'est d'instaurer ce type de sujet
à quelques mois seulement des élections municipales, pour lesquelles on sait qu'il est parfois difficile de mobiliser les citoyens. On essaie de les encourager à venir se déplacer dans les urnes. Donc affaiblir ici leur capacité à participer à la vie de la cité, à donner leur avis, à être consultés et s'intéresser justement à la vie de leur territoire, ça semble quelque peu fragile, voire peut-être même dangereux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Romain Brutineau. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce vœu que je voterai favorablement, mais avec quelques réserves. Des réserves puisque cette disposition que vous avez évoquée, et qui n'est pas PSLR mais RDSELR, ça a son importance. Pour peut-être déculpabiliser certains partis socialistes dans la salle, j'y tiens. Mais au-delà de ça, pourquoi j'ai quelques réserves? Parce que, en fait, il part d'un constat, cet amendement, qui est que depuis 2015, les CODEF sont obligatoires. Et depuis 2015, chacun, petit à petit, a construit son CODEF dans les intercos de plus de 50 000 habitants et dans les PETR de plus de 50 000. Sauf qu'il y a un tiers de ces EPCI aujourd'hui, pratiquement une centaine, qui les ont toujours pas mis en place. Et parfois pas plus loin que dans les départements d'à côté. On peut penser au Loir-et-Cher, au Loiret, à l'Eure-et-Loire, sur des intercos plutôt massifs qu'on va pas viser puisqu'on est en bonne intelligence régionale, mais qui aurait pu le faire parce que c'est la même majorité, parfois même de gauche, qui est aux manettes depuis maintenant plus de 10 ans et qui ne l'ont pas mis en place. En fait, derrière, c'est un sujet qu'on a déjà eu tant en commission qu'en séance ici, c'est finalement la dévitalisation des CODEV, notamment en cause les différents dispositifs de participation citoyenne qui se multiplient et qui, de facto, vident les CODEV de leur substance et parfois leur rendent des travaux qui sont disconcordants. On a pu avoir le débat en commission, notamment sur les tarifications de l'eau, pour le nôtre en tout cas, et ça peut effectivement aussi engendrer un coût. Alors évidemment, tout ça a un coût, et moi je suis le premier à le dire déjà aussi en commission qu'il faut apporter plus de matière, peut-être humaine, au CODEV, mais en tout cas pour certains, même EPCI à 50 000, parfois en région parisienne, c'est un coût qui est compliqué à assumer. Donc en fait, cet amendement, probablement mal pris, il part d'un constat qui reste qu'un tiers, effectivement, des EPCI qui devraient le faire ne l'ont pas fait, et on ne résout pas le problème, je crois, en essayant de se cacher du constat. Donc il est essentiel de l'avoir à l'esprit, et effectivement pour les élections municipales de demain, c'est comment on réussit aussi à concorder nos actions de participation citoyenne sur l'ensemble du territoire avec les outils légaux dont on dispose, qui sont aussi bien donc le CODEV, mais pour la ville de Tours, je pense aussi au conseil de quartier assemblée de Tours dorénavant, où effectivement les participations peuvent être un peu plus aléatoires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Élise. Oui, Monsieur Brutineau, je vous invite à venir participer justement aux sessions publiques proposées par le CODEV. Je pense que certains ne seraient pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on vide d'autres instances de débat public de leurs membres actifs. Au contraire, je pense que plus on propose de modèles dans lesquels les citoyens peuvent s'impliquer, plus on pourra toucher différentes personnes et différents publics, différents âges, puisque c'est aussi un souci actuellement de pouvoir mobiliser les personnes. On sait que les réunions publiques le soir après 19h, certains ne peuvent pas parce qu'ils ont d'autres obligations. Le week-end, c'est d'autres personnes. Donc il y a ce besoin de démultiplier les lieux dans lesquels les citoyennes, citoyens, selon leurs âges, selon les quartiers où ils habitent, peuvent en tout cas se rendre disponibles, et surtout qu'on aille les chercher pour les inciter à participer à la vie de la cité, à la prise de décision. C'est ainsi qu'on ira aussi peut-être parfois plus vite dans l'élaboration de politiques publiques. Ça nous évitera parfois des allers-retours compliqués. On a tous peut-être vécu dans nos communes respectives. Donc c'est peut-être le temps parfois un peu plus long, mais pour en tout cas des décisions qui se pérennisent dans le temps. Donc je ne suis pas sûre que faire gagner du temps au territoire aujourd'hui, ça passe par le fait de se priver de la vie et de la présence des citoyens et des citoyennes dans nos organismes décisionnels. Et le budget alloué au CODEF, je peux vous dire que sur la délégation entière qui est celle de la citoyenneté et de la démocratie à Tours Métropole, c'est 12 000 €, sur un budget à plusieurs millions et un demi-ETP. Rapidement, je vous rejoins. C'est exactement ce que j'ai dit aussi à l'instant. Donc, il n'empêche pas qu'on partage ce constat. Je vous dis juste qu'effectivement, sur ces mécanismes, ça peut créer effectivement une confusion auprès du citoyen. Si vous ne voulez pas l'entendre, je le regrette. Au-delà de ça, je le vois aussi que dans des EPCI où effectivement, finalement, les CODEV ne sont pas obligatoires parce qu'ils ne sont pas 50 000. Je prends l'exemple de la Bretagne. Toute la région de la Bretagne, peu importe la taille de l'EPCI, est couverte par un CODEV. Donc, c'est possible, effectivement. Il doit y avoir un mouvement régional. Ça doit être accompagné.
Ce n'est pas le cas partout et ça dépend aussi voilà, de plusieurs échelons. Je vous remercie. Une autre demande de prise de parole. Oui, Michel Gillot. Oui, on s'est doté il y a quelques années d'un CODEV et je crois qu'on s'en félicite tous puisque on a des travaux et des avis qui sont très intéressants. Et voilà. Donc, je pense qu'au début, effectivement, il fallait que ce soit imposé, puisqu'autrement, on serait resté toujours au stade de, pas de CODEV, quoi. Mais maintenant, je dirais, maintenant qu'on en voit les bénéfices et tout, je trouverais logique qu'on laisse la liberté aux collectivités de choisir s'ils veulent un outil tel que le CODEV, qui, on le sait, nous, est intéressant, la liberté d'en créer un ou non. Donc, c'est pour ça que je m'abstiendrai, tout en me félicitant d'avoir ici un CODEV actif et qui préconise pas mal de suggestions et d'avis. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Bon, je passe au vote. Qui vote contre ce vœu? Qui s'abstient? Alors, laissez la main bien en l'air, pardon, qu'on ait le temps de comptabiliser tous les votes. C'est bon? Merci. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. On pourra aller prendre un verre pour fêter la DUP, entre autres. On félicite. Voilà. Hein? Oui, et je vous rappelle que les maires, nous avons une réunion à 20h avec monsieur le préfet.